donc on enchaîne avec une nouvelle vidéo. Je suis entouré à la fois d'étudiants et de Caroline Ganscombe, qui est professeure à l'INSEC et qui a conçu le jeu auquel nos deux camarades, que je vais laisser se présenter, viennent de participer. Qui êtes-vous tout d'abord ? Vas-y, je t'en prie. Je m'appelle Sybille Rousseau et je suis en BTS GPME à PSH Sup. Alors moi je m'appelle Anténor Maury et je suis aussi en BTS GPME à PSH Sup. Ok, il va y avoir des questions réciproques. Peut-être que Caroline en aura sur la façon dont ils ont vécu ce jeu, et peut-être des interrogations de votre part sur le jeu. Je commence peut-être par vous, puisque vous aviez carrément préparé vos questions. Question assez générale, ce serait la France est-elle encore un État riche et puissant ? Son impuissance diplomatique et budgétaire semble dire le contraire. Comment le comprendre et comment le combattre ? Alors ça c'est extrêmement intéressant, c'est de la géopolitique. Oui. Et en fait, on pourrait dire oui et non. C'est-à-dire que la France, elle a quand même un placement assez enviable. Elle est 6e, 7e puissance mondiale. Elle a été 5e autrefois, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Mais en l'occurrence, c'est pas un pays en décadence, contrairement à ce qu'on raconte. C'est un pays qui est à sa place géopolitiquement. C'est un pays aussi qui est dans un ensemble très puissant au demeurant, premier marché du monde quand même, premier marché solvable du monde en même, qui est l'Union européenne. Et la grande force en fait géopolitique aujourd'hui de la France, c'est son parc nucléaire, le parapluie de l'Europe, puisque c'est la seule puissance nucléaire dans l'Europe, dans l'Union européenne. Il y avait l'Angleterre, mais elle est sortie. Et donc on a vraiment un positionnement géopolitique. C'est une grande puissance. Il y a des problématiques budgétaires, mais ce n'est pas la seule. On est en fait une puissance à un bon niveau, dans le top 10. Et on peut pas être déprimé en permanence. Le top 10, vu la situation géopolitique et vu les mastodontes qui existent, c'est une très bonne position. C'est une très bonne position dans un ensemble beaucoup plus puissant qui en fait aussi donne de la voix. Alors après, on peut dire, il y a eu une maladresse d'un point de vue diplomatique. Il est clair que ces dernières années, avec cette espèce de chamboulement permanent de l'administration, le fait qu'il n'y a plus des administrateurs qui sont dédiés à la diplomatie ou d'autres administrateurs qui sont dédiés à la fiscalité, ce chamboulement n'a pas aidé et a pu créer une certaine cacophonie, mais c'est un peu l'habitude gouvernementale en ce moment, c'est à la mode. Mais en l'occurrence, on a quand même un historique, on a quand même une belle présence. On a certes des problèmes budgétaires, on n'est pas les seuls, mais on conserve quand même une aura et une présence qui est plutôt rassurante. Moi j'ai tendance à pas trop écouter les Cassandres, parce que je me dis, finalement, il y a ceux qui vont regarder systématiquement la bouteille à moitié vide. Moi j'aime pas la dépression et je pense qu'on a des tas d'atouts, on a des tas de chances, et ce sont ces chances et ces atouts qu'il faut absolument saisir. C'est une réponse vraiment très intéressante et très constructive. Ouais, je ne m'attendais pas trop à ça. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de parler avec des personnes comme vous. Donc moi je trouve ça très intéressant et ça me permet d'avoir une vision plus claire et nette sur les questions. Et pour l'une des questions que vous aviez posées tout à l'heure, c'est par rapport à l'IA qui maintenant, avec les 30% qui seront remplacés. Oui, qui sont remplacés. Oui. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça ? Est-ce que vous trouvez ça quand même assez... Est-ce qu'il ne faudrait pas plus mettre l'IA en place dans les entreprises et que maintenant les fonctionnaires l'utilisent pour les aider et à augmenter dans leur rapidité de travail, ou laisser tel quel l'IA qui remplace les fonctionnaires ? En l'occurrence, la fonction publique utilise énormément l'IA. Bercy, notamment, utilise énormément l'IA. Donc pour eux, ça n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui est déjà rentré dans les mœurs. Après, vous avez cette problématique de certains types de fonctions qui seront éventuellement un jour remplaçables et d'autres pas. La tâche répétitive, la tâche qui va nécessiter une analyse fastidieuse, etc., effectivement, on peut utiliser l'IA pour des gains de productivité. Mais derrière, c'est bien une IA, mais derrière, ça donne des résultats qu'il faut interpréter. Oui, bien sûr. Et donc l'humain, il est là pour l'interprétation, il est là pour sa finesse de vision. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on aura les super-intelligences, etc., après tout, l'IA, elle a été conçue, et elle est conçue, et elle est travaillée par des humains. Donc de toutes les façons, donc de toutes les façons, à un moment ou à un autre, on est dans une situation où l'humain reste prépondérant, peut-être avec moins de place, ou moi je dirais une place différente. Et ça interroge aussi sur les logiques de formation. On a parlé tout à l'heure des logiques de formation des acheteurs.
pour tout ce qui était développement durable et pour respect, disons, de la RSE et du développement durable. Là, on a des problématiques, des simulations, et on peut parfaitement utiliser l'IA pour simuler des situations. Bien sûr, des choses comme ça. Voilà. Donc en fait, oui, l'IA va remplacer un certain nombre de tâches, comme la robotique, c'est pas nouveau, hein, comme la robotique a remplacé un certain nombre de tâches, mais ça fait monter en compétence l'écosystème. Donc à nouveau, c'est positif. Bon, je ne suis pas quelqu'un de dépressif du tout. Je pense. Côté éthique aussi, c'est intéressant de se poser cette question. Parce que est-ce que tous les métiers vont être remplacés plus tard, nous qui sommes étudiants aujourd'hui, est-ce que tous les métiers plus tard vont être remplacés par des ordinateurs, des IA, etc. Pas du tout. Pas du tout. En fait, alors pour le coup, bon, l'éthique, je faisais de l'éthique avant que ce soit cool, en fait. Donc c'est un vrai sujet. Pour moi, c'est un sujet qui est central. Et en fait, des collaborateurs et des amis qui me disent « Ah, le temple éthique pour toi », je sais, le temple éthique pour moi, c'est effectivement quelque chose d'important. Et en l'occurrence, à nouveau, il faut se rassurer. Il faut se dire que ces révolutions-là, que ce soit la révolution de l'imprimerie, que ce soit la révolution de la robotique, on l'a déjà vécu. L'IA, c'est un vieux truc, hein. L'IA, ça a été inventé pendant la Deuxième Guerre mondiale par un monsieur qui s'appelle Alan Turing pour casser Enigma, qui était le système de codage des Allemands. Donc c'est un vieux truc. Ça a déjà connu 2 hivers. Bon, est-ce qu'on a un business model? On n'en est même pas sûr. Donc il faut arrêter de s'effrayer. L'IA, c'est vraiment un moyen de se simplifier l'existence. C'est vraiment un moyen d'avoir des ouvertures, d'avoir des gains de productivité considérables. Mais ça pose effectivement des questions éthiques sur notamment la validité des données. Parce qu'en fait, vous avez un grand pays actuellement qui dit « Ah, l'IA, merveilleux ». Mais s'ils ont des données dégoûtantes, biaisées, etc., ils n'auront pas de bonne IA. Donc c'est pour quand on attendait tout à l'heure l'Europe régule, non, l'Europe a raison de réguler sur ce sujet-là, parce que l'Europe aujourd'hui, elle permet d'avoir la certitude qu'on a des données de bonne qualité. Données de bonne qualité veut dire IA bien entraînée. La donnée, c'est le kérosène, si vous préférez, de l'IA. Donc ça veut dire données bien entraînées, données de qualité, veut dire IA bien entraînée. Et IA bien entraînée, ça veut dire IA de qualité. Donc une IA fonctionnelle. Si vous avez des données dégueulasses, parce que pas modérées, parce que pas travaillées, parce que pas préparées, eh bien vous allez avoir ce qu'on appelle garbage in, garbage out, c'est-à-dire des IA qui hallucinent en permanence. Or, une IA qui hallucine, on fait quoi? Alors c'est bien, vous avez une IA qui fait voler un avion, elle hallucine, elle se dit « Oh là là, j'ai une montagne, il n'y a pas de montagne », il se met à monter, ou au contraire, elle dit « Ah ben il n'y a pas de montagne », il va direct dans la montagne. C'est ça, une IA. Je vous invite à regarder, il y a une vidéo qui est malheureusement dramatique, mais très amusante. C'est une Tesla qui est rentrée dans un mur virtuel. Elle n'avait pas vu le mur. Mais c'est vrai j'ai pu voir la vidéo, effectivement. Voilà. Donc vous avez ce genre de... Quand il y a un mauvais entraînement, vous avez des résultats qui sont catastrophiques. Et malheureusement, vous avez un pays aujourd'hui qui est en train de détruire intégralement sa data. C'est 9 000 milliards de dollars de data, a priori, détruits. Et nous, on récupère cette donnée, on la travaille, on la conserve en qualité. Donc il y a un vrai transfert. Pour l'Europe, c'est une chance, c'est une opportunité monstrueuse. Parce qu'on peut être le sanctuaire de la data du monde. Ça vaut la peine. C'est vrai. Voilà, donc un serious game qui visiblement a éveillé des questions chez les participants. Ça vous a plu? On vous a pas demandé ce jeu, vous avez réussi à vous mettre dans la peau des différents acteurs? Alors personnellement, j'ai pas pu jouer parce que du coup ça a été bloqué à 50 personnes, mais j'ai au moins essayé de répondre, j'ai répondu dans ma tête. Dès que je voyais la question, j'essayais de répondre avec les réponses données. J'ai eu tout bon, donc je suis très content. Franchement, je me suis dit, bon ça va, je suis sain, c'est sensé d'esprit. Donc voilà, non mais c'est vrai que c'était quand même très intéressant même d'avoir les personnes qui montraient un peu leur façon, comme la personne qui éjectait les questions qui étaient trop brutales pour ensuite arriver sur des questions qui étaient plus douces, et de savoir si c'était peut-être elle comme question qui était positive. Je trouve ça quand même très intéressant aussi d'avoir les avis des autres personnes. Ce retour, en fait, c'est un peu ce qu'on voulait, cette interactivité, ce retour, et voir un petit peu comment, en se positionnant en tant que partie prenante, différentes parties prenantes, est-ce que vous allez vous laisser polluer par la partie prenante, ou est-ce que vous allez finalement dire, il y a du bon sens, c'est un vrai questionnement. Vous êtes décideur public, est-ce que vous vous laissez influencer par des lobbyistes, ou est-ce que vous vous dites, il y a du bon sens? Et finalement, quelle est la meilleure réponse pour les personnes que j'administre? Et qui j'administre? Mon pays. Je n'administre pas pour des lobbyistes, j'administre pour mon pays. Ouais. Plutôt team bon sens ou plutôt team qui s'est laissé influencer pour toi? Plus bon sens aussi. Ouais. Je suivrais le côté logique, suivre ce qu'on pense. Et pas ce que autour de nous, je sais pas comment dire, mais la globalité doit pas faire une évidence.
Je sais pas si c'est... Si, non mais merci pour ces petites discussions. Peut-être pour conclure, on peut juste rappeler que ce jeu, n'importe qui, même qui n'était pas présent aujourd'hui, peut y participer en ligne, avec un relais notamment sur le site du Printemps de l'économie. Voilà, il y aura en fait, comme on a réduit le nombre de défis, originellement il y en avait plus de 30 en fait, on a réduit à 20, puis à 5, puis à 3. Voilà. Donc en fait, vous allez pouvoir en avoir entre 27 et 17 pour jouer et donner vos réponses en ligne. Donc n'hésitez pas, et là il sera en illimité. Parfait, à vous de jouer donc.